suis le docteur Laurent Haas et je travaille à la direction médicale de l'IVI. Et je vais incarner avec vous, disons, le côté low-tech de la e-santé. On va repartir back to basics, on va repartir un tout petit peu sur la médecine et finalement ce que c'est cette téléconsultation, une des branches, une des franges de la télémédecine. Et puis on va essayer de comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. En tout cas, je vais essayer de vous partager avec vous, et puis d'apprendre de vous aussi, mais de partager avec vous ce que j'ai pu, moi, de mon côté, apprendre en 4 ans d'exercice là. Alors, qui nous sommes? D'abord, qui je suis? Pardon, je vais me présenter aussi. Moi, je suis médecin hospitalier au départ, médecine d'urgence à Paris. J'ai eu quelques autres petites branches d'activité, mais aujourd'hui, je partage mon temps entre l'hôpital public dans lequel je travaille et la direction médicale de l'IVI. L'IVI, c'est la branche française d'une boîte qui est suédoise, qui existe depuis 2015, qui est un des leaders européens de la téléconsultation aujourd'hui. Nous, en France, on existe depuis 2018 et on était dans les starting blocks quand l'assurance maladie a ouvert la voie au remboursement de la téléconsultation en septembre 2018. Et on bénéficie donc d'une expérience européenne puisque l'IVI est sous son nom d'origine. Ne me demandez pas de le prononcer, c'est en suédois. Existe donc en Suède, en Norvège, en France donc, en Grande-Bretagne, en Allemagne, et j'ai fait le tour. On a aujourd'hui une équipe de 390 médecins et 75 généralistes et 75 médecins spécialistes. Alors pourquoi on en a moins? Parce qu'on a choisi de se structurer au départ sur ce qu'on savait le mieux faire, donc le soin primaire dit de médecine générale, et puis petit à petit de monter finalement en spécialité, en spécificité, à partir de cette expérience qu'on avait construite là pendant quelques temps. Donc aujourd'hui, la première spécialité à monter, à nous rejoindre, ça a été la psychiatrie. Et je vais l'appeler santé mentale aujourd'hui au sens large parce que désormais, il y a également des psychologues. Et puis la gastro, la pédiatrie qui est bien représentée, la dermato qui se prête effectivement très bien à l'exercice de la téléconsultation, l'endocrino et la gynéco avec un gros pan sur la santé des femmes. Nous, on est un centre de santé, on salarie des docteurs en temps partiel parce que l'enjeu, il est évidemment pas de fabriquer des spécialistes de la téléconsultation. Donc c'est une condition sine qua non pour bosser chez nous, avec nous. Et voilà, et on est un centre de santé et on fait du soin non programmé pour se substituer parfois à l'absence ou à l'indisponibilité des médecins traitants, et on y tient vraiment à ce respect-là, mais je vais y revenir aussi. On est en train, par ailleurs, pour la petite histoire, et c'est un gros pan de notre développement, d'ouvrir également des centres de santé, et je vais y revenir dans ce nouveau mode d'exercice. Alors, de quoi on parle? On va parler de deux choses, finalement. On va parler de sémio, et puis on va parler de cadre d'exercice un petit peu au sens large. De quoi on parle en sémiologie? Je ne vais pas vous l'apprendre, mais je ne sais pas si tout le monde est soignant dans la salle. Depuis tous les Thomas Diafoirus du monde, et même ceux d'avant, bien évidemment, la sémio, c'est le recueil des signes. Donc on va parler d'examen clinique. Cet examen clinique qu'on peut avoir via l'interrogatoire, via l'examen physique, et puis on peut après rentrer un petit peu dans des choses un petit peu plus segmentées, et de parler de signes généraux, la fièvre, de signes qui sont des signes focaux, ce qu'on peut observer directement, je ne sais pas, une éruption ou ce qu'on veut, et puis des signes fonctionnels ou des signes physiques. Je ne reviens pas là-dessus, ça c'est l'histoire de la médecine. C'est l'histoire de la médecine, et cette sémiologie, on ne l'a pas challengée pour autant, finalement, depuis les débuts de l'histoire de la médecine. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une nouvelle interrogation, certes, avec le soin numérique, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, en tout cas moi je ne le fais plus, personne goûte encore les urines pour savoir si c'est un diabète insipide dont on parle pour le patient. Alors pour autant, oui, la médecine change, le labor change, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, ce qui m'intéresse avec vous, c'est ça. Et donc, on n'est plus sous Thomas Diafoirus, certes, on est passé à une autre ère. Est-ce que pour autant les choses changent? C'est possible. C'est possible parce que là, on parle d'examen, finalement, d'examiner un patient à distance. Je ne vais pas rentrer dans toutes les circonvolutions, comment ça se passe, etc., mais revenir à des choses essentielles parce que je n'ai pas fait tellement de diapos. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on puisse échanger et de partager aussi votre expérience là-dessus, et c'est comme ça qu'on va s'enrichir. Quand j'étais jeune, à la fac, quand j'avais des cours de sémio, et les cours de sémio à la fac, donc
quand on apprend à interroger et puis à examiner un patient, et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était en 3e année de médecine, eh bien on me disait qu'avec un interrogatoire bien conduit, on avait 80% des diagnostics. Ça ne veut pas dire qu'on a 80% des prises en charge, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on peut soigner 80% des patients, mais on sait déjà où on va. Et je le dis là parce que je le martellerai, et c'est ce que je dis finalement à nos docteurs quand on les recrute. Quand on est docteur, on est aussi fabricant d'un parcours. Et à ce titre-là, j'insisterai là-dessus, je pense que le soin distanciel a sa véritable place, a fortiori dans le bordel et le labyrinthe, pardon pour le terme, mais de l'accès aux soins aujourd'hui et de la compréhension finalement du système de santé aujourd'hui. Donc la place de l'interrogatoire, elle est phénoménale. Et je vous assure que quand on a surtout un écran avec un patient de l'autre côté à regarder, on a surtout ça. Moi, je fais de la médecine d'urgence, donc j'ai fait un peu de régulation. Eh bien, quand on a un canal préférentiel, il est surinvesti. Et nos docteurs nous disent souvent combien, finalement, l'exercice de la télémédecine a enrichi aussi leur activité présentielle. Parce que, c'est pas qu'ils le redécouvrent, mais ils ont réappris à fouiller à fond, finalement, cet interrogatoire. Ça, c'est un véritable apport, là, parce que peut-être qu'on l'avait un petit peu oublié au profit, je ne sais pas, d'examens complémentaires et de choses un petit peu plus quantifiables. Ça nous envoie à ce terme que je trouve joli, qui est celui de la vicariance. Et c'est quoi finalement la vicariance ? C'est des neurosciences gentilles. Hein. C'est de dire que quand un sens est absent, il peut être compensé par un autre ou par plusieurs autres. C'est ça qu'on vit dans l'exercice en téléconsultation. Et c'est ça qu'on vit dans ce face-à-face finalement avec le patient et via cette caméra. Cette caméra qui, loin, alors elle peut être un outil technique et de la même façon, à l'hôpital, je peux, quand j'ai peur, quand je suis fatigué, quand je ne suis pas à l'aise, me retrancher derrière la technique. On le peut aussi là. Mais cette caméra, elle peut aussi finalement renvoyer à de l'intime et un face-à-face et un colloque singulier d'une profondeur assez étonnante finalement, qui se double d'une vraie visite à domicile. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Je ne pensais pas que ça le serait à ce point-là. Donc ça irrigue véritablement la communication qu'il y a avec le patient. Et je crois que c'est des choses qui ont été dites juste avant qu'on parle ensemble là, et finalement de la proximité avec le patient et de sa place. Eh bien là, on va chez lui, il nous reçoit chez lui, il choisit de le faire. Alors oui, ça pose d'autres questions, qui sont celles d'une forme d'intimité. Il nous fait rentrer. Ça pose aussi les questions de, dans un champ réduit, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la pièce ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce que véritablement ça se fait dans des bonnes conditions ? Je ne vous cache pas qu'il y a de temps en temps des patients qui, dans un modèle un peu consumériste, nous téléconsultent depuis la rue, depuis le centre commercial, depuis les toilettes, depuis leur bagnole. Donc tout ça arrive, à charge pour le médecin finalement de maintenir un cadre qui soit celui qui soit adapté à celui de la consultation. Mais ce n'est pas la téléconsultation qui est en compte. Et ce n'est pas celle-là. C'est comment on va pouvoir nouer finalement cette relation-là. Dans ce champ sémiologique, on ne touche pas le patient, c'est vrai. Mais il peut se toucher lui-même. Alors, avec toutes les limites que ça peut avoir, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un auto-examen, une auto-palpation par quelqu'un qui n'est pas un expert et finalement dont la sensibilité ne va pas être la même, c'est pas qu'elle est moindre, c'est qu'elle est différente. Et est-ce qu'on va parler le même langage pour la partager ? C'est une vraie question. Néanmoins, c'est possible. Et du coup, on va pouvoir ramasser quelques signes, quelques séméios, pour reprendre la racine. On peut examiner une gorge. C'est très facile à faire. On peut le faire par photo et les charger avant. C'est assez facile. On peut même aller examiner une nuque et vérifier qu'il y a ou pas une raideur de nuque. Tout ça est soumis véritablement aux limites que ça peut avoir. Néanmoins, on peut avoir des choses comme ça et il ne faut pas se les limiter. Il faut les challenger, mais pas pour autant se les limiter. Et puis, une chose qui est importante, et on va y revenir après, et je vous expliquerai ce qu'on a voulu faire pour aller dans ce sens-là. Il faut s'y former, ça se théorise, et on va regarder un petit peu ensemble ce que nous, dans notre expérience, je peux partager avec vous, et comment on est allé vers une théorisation un petit peu de ce champ nouveau, d'une télésémiologie finalement, parce que ça reste la même médecine, mais oui, les choses peuvent un tout petit peu changer. Il y a un truc que je n'ai pas évoqué là,
qui est évidemment très présent ici et finalement aussi très à la mode, et c'est légitime, celui des objets connectés. Alors, là aussi, je renvoie à la même chose que l'autopalpation et que l'auto-examen. Qu'est-ce qu'un objet connecté dans les mains de quelqu'un qui n'est pas expert? Comment utiliser un stéthoscope à distance, parce que c'est des choses qui se font, etc. C'est des choses dont on va pouvoir discuter aussi et en préciser un tout petit peu, ou en tout cas essayer d'en préciser un tout petit peu le cadre. Sur cette sémio, c'est une chose, mais cette sémio, elle se décline à l'intérieur d'un cadre. Et je crois que c'est ça qui est véritablement essentiel dans ces nouveaux modes d'exercice, finalement. La gradation des soins, c'est quelque chose, alors moi, en praticien en médecine d'urgence, c'est évidemment quelque chose qui m'est cher, mais le parcours de soins coordonnés reprend ces choses-là, et finalement, quelle est la véritable place et la juste place? C'est ça, je crois, qu'il faut se poser véritablement comme question de la télémédecine au sens large. Quelle est sa juste place dans un parcours de soins? Et je vous le redisais, je crois que notre responsabilité de soignant, c'est évidemment de soigner, possiblement de guérir, mais d'accompagner le patient et de lui définir finalement le parcours qui sera le mieux adapté à sa prise en charge à lui et à ce qu'il peut avoir autour. Alors, dans ce cadre-là, puisque c'est un nouveau mode d'accès aux soins, c'est important de redire combien la société a changé aussi. On a la médecine qu'on mérite dans une société. On peut dire ça de beaucoup de choses, mais on a la médecine qu'on mérite. À ce titre-là, oui, de par sa facilité d'accès, je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais de par sa facilité d'accès, il y a des risques de dérive à la facilité d'usage de la téléconsultation. Et ça, c'est le cadre qu'il faut fixer en amont, parce que justement, cette sémiologie, elle se nourrit du patient, de ce qu'on peut partager avec lui, mais dans un certain cadre. Chez nous, on appelle des patients qui essayent de revenir beaucoup pour avoir souvent des arrêts de travail ou des prescriptions qu'on refusera de faire. On les appelle les frequent flyers. Alors, on essaie de les repérer, puis de les accompagner, et puis de temps en temps de les sanctionner. Et la sanction, c'est vite fait, hein, c'est ne pas leur permettre de reconsulter avec nous. Et c'est des choses qui s'imposent là parce que, d'abord, on a une responsabilité vis-à-vis du système de santé et de la collectivité. On a une responsabilité, nous, boîte, vis-à-vis des médecins qui travaillent avec nous et au sein de l'organisation, de ne pas leur faire perdre leur temps. Puis on a une responsabilité vis-à-vis des patients qui ont besoin de cet accès-là ou qui le souhaitent pour des motifs qui sont tout à fait légitimes et de ne pas se laisser emboliser par ces fameux frequent flyers. C'est quelque chose qui est difficile parce qu'on n'est pas un service public, on n'a pas une obligation finalement de prendre en charge tout le monde, etc., etc. Pas plus qu'un médecin généraliste installé chez lui. Néanmoins, on le prend très à cœur et de faire vivre cette responsabilité-là. Ce n'est pas des décisions qui sont simples, ça reste marginal, mais ça peut prendre une place importante. Et ça prend une place importante aussi dans les échanges qu'on a avec les pouvoirs publics. Parce que qui dit nouveau cadre réglementaire, dit nouveau cadre d'usage et dit nouveau lien avec les pouvoirs publics et avec les acteurs installés, entre guillemets, du système de santé. J'ai appuyé. Voilà. Vigilance vis-à-vis des arrêts de travail, je vous l'ai dit là. Alors, on a fixé des règles. Notre modèle chez Livy, il est très hospitalier. Moi, je viens de là, j'y suis encore. Et c'est ce modèle qu'on a voulu décliner, c'est-à-dire fabriquer une équipe de soins, certes primaire, bien sûr, et aujourd'hui avec 390 médecins, mais c'est véritablement celui de l'équipe de soins. C'est-à-dire que, et je vous l'expliquerai un petit peu plus comment on l'a fait, je crois à l'intelligence collective, et c'est ça qu'on a voulu mettre en place pour que finalement nos médecins soient toujours possiblement en possibilité de dialogue avec des confrères pour s'adapter au mieux. Donc la vigilance vis-à-vis des arrêts de travail, on l'a dit. Les limitations de prescription, je l'ai dit, ça fait partie, quand je dis équipe de soins, c'est qu'on a des règles communes. Et mon boulot n'est pas de dire à mes consoeurs et à mes confrères ce qu'ils doivent faire, mais de leur demander de ne pas faire certaines choses. Et donc de fixer ce qu'on appelle chez nous des drapeaux rouges avec des séries de recommandations qui fixent finalement un cadre assez sécure, ou en tout cas le plus sécure possible pour le patient et pour les praticiens, et accessoirement donc pour notre organisation. Donc là-dedans, on a mis des molécules interdites,
tout ce qui est à usage possiblement addictif, dérivé, récréatif, etc., etc. Sur les listes ANSM, hein, c'est bien simple. Des renouvellements d'ordonnances qui sont très, très, très encadrés parce qu'il nous faut être à notre juste place. Et c'est un des enjeux de la téléconsultation, d'être à sa juste place dans le parcours du patient. Et on a mis en place aussi une petite équipe d'antibiovigilance parce que les patients peuvent nous le demander assez facilement en disant je n'ai pas pu voir mon médecin, mais je sais qu'il me faut des antibiotiques. Et les prescriptions d'antibiothérapie en téléconsultation peuvent exister, elles sont quand même extrêmement limitées. Et c'est un des gros enjeux finalement, et on sait qu'on est regardé aussi, et on le sera de plus en plus légitimement par les pouvoirs publics. Donc dans ce cadre nouveau d'exercice, eh bien, on a choisi, nous, de nous fixer des règles. On est un peu les Georges Perec, peut-être, de la téléconsultation, mais finalement, un exercice de qualité ne va pas sans règles et sans limites. On fait de la pataphysique. Le rôle du médecin traitant, il est fondamental. Il est fondamental et on ne peut pas se substituer à lui, on n'essaye pas. On est de temps en temps accusé de ça, je vous garantis que ce n'est pas le cas. Évidemment, sauf opposition du patient, eh bien, le médecin traitant déclaré reçoit toujours un courrier, un compte-rendu de la consultation, pardon. Et c'est important parce que ce cadre que je fixe là, qui a l'air finalement assez carré, assez sévère, etc., il s'insère encore une fois dans un écosystème. Et on est là aussi pour aider les confrères qui peuvent être en difficulté en ville et accompagner leurs patients sans leur piquer, sans faire leur boulot à leur place, mais en étant finalement sur un principe de subsidiarité et de complémentarité. Comment est-ce qu'on répond à cette plainte-là? Comment est-ce qu'on sécurise un tout petit peu tout ça? Et comment, dans ce cadre d'exercice, nous, on a choisi, encore une fois, je ne partage avec vous que l'expérience que je peux avoir, ça n'a pas vocation à l'universalité, mais je partage avec vous, finalement, les choses qu'on a mises en place, qu'on a éprouvées, et qui font un peu notre singularité dans le champ de la téléconsultation aujourd'hui, où il y a d'autres acteurs, et évidemment de la place pour chacune et chacun, mais nous, on a choisi de se développer comme ça. Je vous parlais d'équipe de soins, je vous parlais d'un support et de cette intelligence collective. Moi, j'ai aimé apprendre mon métier par compagnonnage. Je pense que le mot n'est pas galvaudé en médecine. Et bien ça, on a choisi de le mettre en place comme ça. Et ça fait partie de limites, à mon sens, assez sensibles et intelligentes, finalement, à quel est le cadre sain de l'exercice en télémédecine et en téléconsultation. Donc, je dis j'ai, parce que c'est un peu mon équipe rapprochée. Il y a une dizaine de médecins aujourd'hui qui font partie de l'équipe du support médical et qui sont là pour assurer du soutien dans la décision, de l'aide, du soutien confraternel parce que les médecins peuvent être confrontés aussi en téléconsultation et justement parce qu'ils sont pieds et poings liés derrière leur ordinateur finalement et qu'ils n'ont pas le patient en direct et physiquement, peuvent avoir besoin de ce soutien confraternel. Je vous ai parlé du cadre commun et je peux vous parler si vous le souhaitez bien évidemment, de drapeaux rouges qu'on a et des recommandations qu'on a mises en place. Il y en a des évidentes, c'est une oreille douloureuse, on ne la prend pas en charge en téléconsultation, ça va de soi, mais ça va autant de soi que... c'est aussi bien de l'écrire et de pouvoir finalement s'adosser à une base commune ensemble. Il y a plein de choses comme ça. Et puis exactement comme dans un service hospitalier aussi, on a mis en place... cette direction médicale, elle marche un peu comme une chefferie de service, avec un accompagnement et puis avec de l'évaluation des pratiques, donc de la relecture de dossiers, des entretiens avec nos médecins, des entretiens annuels, et puis jusqu'à des RMM, des revues de morbi-mortalité, des rétex quand il y a des erreurs, etc., ou en tout cas quand il peut y avoir, ou des plaintes simplement de patients. Et donc on les analyse ensemble, de façon confraternelle et collégiale, pour justement apprendre ensemble et être une machine en progrès en permanence. Quelques petites situations qui n'allaient pas de soi au départ et puis qu'on a appris à travailler ensemble. J'en ai mis 2-3 là parce qu'elles résument finalement bien des choses où on ne se pensait pas forcément, c'est pas qu'on se pensait illégitime, mais on n'avait pas anticipé la légitimité de la télémédecine et de la téléconsultation sur des situations comme celle-là. Elles sont venues à la demande de patients. Alors, on fait toujours de la même façon quand il y a des demandes de patients comme ça.
La santé sexuelle, par exemple, et des demandes de dépistage. On ne l'avait pas anticipé au départ de l'activité. Ces patients qui viennent et qui nous le demandent, alors on s'est demandé si on pouvait répondre correctement à cette demande des patients. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la télémédecine et dans la téléconsultation. C'est cette demande qui est parfois descendante, mais dans l'autre sens, et qui donc s'équilibre, avec une part de la relation soignant-soigné qui s'équilibre différemment et où il faut sortir très vite de ce champ initial de la téléconsultation où c'était à la demande du praticien. Je vous propose, la prochaine fois on le fera en téléconsultation, et bien désormais ce paradigme peut finalement s'inverser aussi. Et on l'a vu là avec des champs de l'activité qu'on n'avait pas anticipé il y a 4 ans au début de l'activité. Alors on a beaucoup réfléchi, on s'est demandé si on était légitime. Par exemple sur la santé sexuelle, on est allé rencontrer la Société française de lutte contre le sida, la Société francophone des pathologies infectieuses, on est allé rencontrer Paris sans sida, puisqu'on est à Paris, on est allé rencontrer le professeur Yeni au Conseil national du sida, et puis quand tous ces acteurs nous ont dit, non seulement vous êtes légitimes, mais vous allez être aidants, parce que vous nous aidez à aller dépister dans des coins où aujourd'hui on n'accède pas forcément, et que le danger n'est plus l'annonce éventuellement d'un VIH. Le danger est finalement ne pas le savoir. C'est 15% de patients qui aujourd'hui ne se savent pas séropositifs. Et donc là, on va labourer un autre terrain. Et à ce titre-là, des acteurs institutionnels nous ont validé, tamponné et demandé de participer avec eux, mais là encore au sein d'un écosystème. Les violences faites aux femmes, je le cite là parce que, alors il ne s'agit pas de sémiologie directe, mais c'est un sujet qui nous est cher, la santé des femmes au sens large. Il y a plein de choses qu'on peut faire en télémédecine. Et puis on a été confrontés régulièrement à ces situations. Et on s'est rendu compte de quoi? Que ce cadre nouveau, bien sûr je ne parle pas de sémiologie là, mais que ce cadre nouveau d'exercice, je vous parlais de la visite à domicile, permettait d'être là au moment où la parole est possible. Je ne sais pas si des gens parmi vous ont déjà eu à prendre en charge des situations aussi traumatisantes. Mais au moment où se fait finalement cette bascule, le médecin traitant n'est pas forcément là ou ouvert, il n'est pas forcément disponible et on ne peut pas lui en tenir grief, bien évidemment. Les urgences, et j'en sais quelque chose, ne sont sans doute pas toujours le meilleur endroit pour ce genre de choses. Par contre, il est 22h38. C'est maintenant que je peux parler et je suis dans mon canapé en sécurité ou chez un ami, chez une amie, etc. Et bien là, ce nouveau cadre d'exercice a une potentialité étonnante. Étonnante de pouvoir appréhender cette parole-là et, quand je vous disais finalement la structuration d'un parcours, l'accompagner sur le juste parcours qui permettra, pas d'effacer le psychotrauma et ce qui s'est passé, mais de le prendre en charge enfin. Et ça n'allait pas de soi. Et quand j'ai débuté finalement dans l'exercice en téléconsultation, en télémédecine au sens large, je n'anticipais pas ça. Et l'urgence psychiatrique, oui, nombre de situations finalement, et où nos relais sont pas toujours simples à trouver, et où là, avoir une équipe derrière soi, donc de support médical, et donc un cadre sécurisant pour nos médecins, ça a aidé beaucoup, ça a aidé dans bien des situations, et où on s'interface avec les acteurs qui sont susceptibles d'aider sur ce genre de choses, c'est-à-dire au premier chef, les SAMU Centre 15, les CMP, etc., et où ça marche, on le fait. Mais l'équipe derrière, elle est importante. C'est-à-dire que c'est confortable pour un patient de balancer son exercice, de l'équilibrer avec un exercice distanciel à la maison, moins confronté à une forme de, je ne sais pas, de violence, d'aridité, je ne sais pas, d'être un peu plus reposant, certes, mais de le faire en étant adossé à une équipe soignante, confraternelle, conviviale, etc., et où on apprend les choses ensemble. Je crois que ça fait partie des réussites finalement de ce nouveau mode d'exercice et on est très fiers finalement de l'avoir mis en place comme ça. Alors on a bossé quand même et on s'est associé assez tôt à des chouettes acteurs. Je pense là à la Société française de santé digitale et on a travaillé avec eux et puis on a commis notre petit livre blanc. On est allé à la rencontre de toutes les sociétés savantes qui acceptaient de répondre à nos questions. On a fait des entretiens d'1 à 2 heures avec
17 sociétés savantes. On en a sorti un livre blanc qui justement traite de notre sujet du jour, c'est-à-dire c'est quoi le cadre, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, et finalement au sens large, quelle est la sémiologie, comment ça irrigue tout ça, comment on recueille des signes, des symptômes, etc. etc. On en a tiré ensemble, et avec la SFSD, 5 grands enseignements qu'on a déclinés en 9 recommandations. Alors on va les balayer ensemble, et puis ça va permettre, et je vous engage à le faire, à m'interrompre finalement, si vous avez des questions sur chacune des choses qu'on va mettre en place. La première chose, c'est notre sujet, l'émergence de cette sémiologie digitale. Le raisonnement en vertical, il est intéressant. Il est intéressant pour aller véritablement au fond du truc et pour creuser. Et donc la première des recommandations qu'on a tirées de ça, de cette émergence d'une nouvelle forme d'exercice et de sa déclinaison pratique, c'est que ce nouveau mode d'exercice devait s'inscrire finalement dans l'enseignement de chacune des spécialités. Ça n'est pas fait aujourd'hui, pas encore. Il commence à y avoir des petites choses en fac de médecine autour du distanciel, etc. C'est très fugace. Les plannings sont quand même largement chargés, certes. C'est pas encore aux épreuves de l'ENC. Je ne sais pas si ça le deviendra un jour, mais il pourrait y avoir des questions sur ce genre de choses. Pourquoi pas ? En tout cas, appréhender tous les champs, eh bien, chaque spécialité, je pense, a la responsabilité aujourd'hui d'accompagner un tout petit peu la recherche là-dessus et d'aller comprendre comment on peut aller vers une complémentarité entre le distanciel et le présentiel par cet enseignement, par cette recherche-là. La déclinaison, évidemment, de ça, c'est que quand on a compris un petit peu comment ça marchait au sein de sa propre spécialité, eh bien, c'est de restructurer un tout petit peu les recommandations cliniques. Nous, on l'a fait à notre petite sauce. C'est interne. D'abord, ça n'est pas opposable, bien évidemment. Le médecin reste libre de sa prescription. Néanmoins, si demain, la Société française de dermatologie valide dans ses recommandations que telle chose, ça peut se prendre comme ça, etc., peut nécessiter, ou la Société française de gastro, peu importe, ça validera un tout petit peu les choses, ça donnera une assise à ça, et ça donnera une possibilité pour les médecins de travailler avec des outils qui seront validés par des experts, validés par de la recherche, et donc finalement d'aller un tout petit peu plus loin et de sécuriser leur prise en charge, celle des patients, bien évidemment. Alors, il s'émancipe du soin présentiel. Oui, la consultation présentielle, il ne s'agit pas de la remplacer. Elle est irremplaçable. Mais elle ne peut plus, je crois, être l'étalon à l'aune duquel on va juger de la pertinence du distanciel. Je donne toujours une analogie, je ne sais pas si elle est bonne, on a un système de santé en France, mais il y a 2 sous-systèmes dedans. Et on en pâtit, c'est la ville d'un côté, c'est l'hôpital de l'autre. Il y a un fossé au milieu. On est nombreux depuis longtemps à essayer d'y mettre des ponts, et avec beaucoup de bonne volonté, pas toujours, on n'y arrive pas toujours. Ne partons pas sur la même structuration des choses. Si on oppose d'emblée toujours le distanciel et le présentiel dans la structuration d'une nouvelle activité, on va créer un fossé là encore. Et on va mettre encore 30 ans à le combler. Donc, ce n'est pas l'étalon, et ce n'est pas à ça qu'il faut le juger. Par contre, travailler sa complémentarité, ça nous a semblé intéressant avec la SFSD. Cet échelon plein et entier de la gradation des soins, et à l'heure où justement tout le monde n'a pas un médecin traitant facile d'accès ou un spécialiste, etc., je ne vous l'ai pas dit, mais 34% des patients chez Livy, depuis le début, n'ont pas de médecin traitant. Pas. Je vous passe ceux qui en ont un, mais il est loin ou il n'est pas disponible, puisque bien évidemment, c'est la question qu'on pose en tout premier lors de la prise en charge. Le patient coche sa petite case dans le distanciel, comme il le ferait en présentiel s'il allait dans n'importe quel centre de santé ou chez n'importe quel autre praticien qui n'est pas son médecin traitant. Eh bien, pour la prise en charge, on lui demande si c'est bien assuré de la non-disponibilité de son médecin traitant. On fait pareil. En tout cas, je mets de côté ceux dont le médecin traitant n'est pas disponible, mais ceux qui n'en ont pas, c'est un tiers chez nous. Je vous ai parlé des objets connectés, c'est un des enseignements qu'on a gardé avec la Société française de santé digitale aussi. On milite beaucoup pour la revalorisation d'une approche techno assez simple. Et la
la téléconsultation permet ça, de recentrer finalement sur la communication interpersonnelle. Les objets connectés, ils sont vachement intéressants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils sont vachement intéressants, mais à condition d'être dans un projet médical et dans des situations cliniques qui ont été dessinées pour ça, qui sont choisies pour ça, et qu'il y ait une congruence entre finalement le besoin et l'outil qui va permettre de répondre à ce besoin. De la techno pour de la techno, ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens, on va se perdre, puis en plus on va faire des consultations qui vont durer 45 minutes, et ça ne va pas beaucoup aider, et les médecins vont décrocher de toute façon aussi. On en a parlé, et puis plus que moi encore, juste avant, et c'était bien intéressant, sur la relation patient-soignant. Je vous l'ai dit, et je vais le redire finalement presque avec les mêmes mots, là, on peut être sur une décision à partir du moment où on a des parcours qui sont adaptés à ça, et un accompagnement et un enseignement, une acculturation des patients, bien évidemment des professionnels de santé, mais aussi des patients à ça. On peut aller vers finalement une décision, une prescription de la téléconsultation qui n'est plus le docteur dit que, mais qui peut être finalement motivée aussi par une demande du patient et donc par un rééquilibrage qu'on appelle tous de nos voeux, bien évidemment, pas toujours simple, mais de cette décision partagée de parcours qui intègre d'emblée l'activité de téléconsultation. Alors il y a plein de mots pour ça, hein. Il y a le digiphysique, il y a le figital, il y a tous ces anglicismes et tous ces barbarismes, pour paraphraser une prof de français que j'avais quand j'étais encore plus jeune que quand j'ai appris la sémio. Mais c'est des choses qui sont intéressantes, et justement pour les co-construire d'emblée et ne pas arriver à cette forme d'impasse de il y a un système d'un côté, il y a un système de l'autre et ça ne communique pas. Du coup, la logique, c'est que d'emblée, il faut associer, des gens l'ont dit bien mieux que moi, donc je ne vais pas aller, je vais pas paraphraser les gens qui ont parlé bien mieux que moi juste avant, mais les usagers, les associations d'usagers doivent d'emblée évidemment être associés non seulement aux réflexions, mais à leur structuration, à leur accompagnement par les pouvoirs publics, et finalement avoir une voix qui permette de lever aussi le voile sur leurs besoins, leurs désirs, leurs possibilités, et puis de parler, comme ça a été fait tout à l'heure, aussi de cette... je ne sais plus comment le mot était joli, l'électro-illettrisme, ou je ne sais plus comment ça a été dit tout à l'heure, mais je ne le connaissais pas. En tout cas, des gens qui n'ont pas accès finalement à ça. Électronisme. Voilà, merci beaucoup. Et le mot était très joli. Merci beaucoup, monsieur. Alors oui, c'est un levier évident. Alors au départ, c'était surtout pour des situations qui étaient quand même assez spécialisées. Moi, je l'ai vu avec l'expérience suédoise qui a nourri finalement la boîte et ce qu'on a fait en France. La Suède avait commencé en 2015 à faire de la téléconsultation, a voulu croire qu'elle avait un coup d'avance sur la France, peut-être en téléconsultation, mais pas en télémédecine. C'est-à-dire qu'on est parti, nous, en France, d'emblée sur des choses qui étaient... Mais les besoins du pays ne sont pas les mêmes, et les contraintes du pays ne sont pas les mêmes. Et donc, on est allé au départ, nous, sur des choses qui sont assez spécialisées ou un petit peu complexes. Et c'est secondairement qu'on a commencé à rattraper un peu les choses sur des choses plus simples, finalement, qui sont de l'ordre de la téléconsultation, comme je vous le disais, en soins de premier recours ou de second éventuellement, mais déjà sur le premier recours. Donc aujourd'hui, elle s'impose comme un levier vachement important et pour l'accès aux soins, tant finalement sur l'accès de premier recours que sur le débrouillage de situations complexes. Et la mixité des deux est importante aussi, aujourd'hui de plus en plus, et témoigne d'une maturité naissante, croissante de cette activité-là. La prévention, je l'ai mis là. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, mais jaune. D'abord parce que la prévention, dans le champ de la santé française, dans nos études, dans la façon de pratiquer, dans les budgets alloués, dans la culture médicale, etc., c'est quand même tristement le parent pauvre. Et le digital, ou le numérique, le distanciel, a un rôle peut-être, alors non pas de combler le retard qu'on a pu prendre sur certaines choses, mais de rattraper au moins peut-être en partie, en tout cas, ce levier, il est aujourd'hui sous-utilisé. Les barrières à l'accès, ça c'est pas de ma responsabilité, c'est celle des pouvoirs publics.
c'est celle des pouvoirs publics dans les tout court, c'est celle des pouvoirs publics dans les dialogues, dans les échanges avec les sociétés savantes, avec les syndicats de médecins et dans les dialogues qui sont tant côté régulateur que côté payeur, pour finalement sanctuariser le fait que ce digital, que ce numérique devienne un des accès privilégiés au système de santé, privilégié non pas l'exclusion des autres, pas devant, mais j'allais dire tout autant. Donc c'est effectivement de nouveaux incitatifs à créer pour cette pratique-là et pour pouvoir la sanctuariser et permettre cet accès un petit peu plus librement. On arrive vers la fin. Eh bien, la fin, c'est évidemment sur l'articulation, c'est entre le physique et entre le digital. Alors, ça va vers quoi? Et c'est toujours dans ce cadre de soins-là. On n'est plus sur de la sémiologie, vous l'avez bien compris, ou si ce n'est macro, mais on est sur quelque chose qui nécessite un renforcement des liens avec les organisations territoriales. On est sur finalement une structuration et une gestion optimisée des situations complexes. Alors, on a connu les plateformes territoriales d'appui, on a connu plein de choses comme ça qui sont aussi à distance. Eh bien, il y a un nouveau champ là qui nous permet sans doute de structurer l'ensemble des acteurs autour de la prise en charge d'un patient et encore une fois de fabriquer le parcours adapté. Et de définir, ça c'est une nécessité. Alors ça a été dit dans d'autres tables rondes avant moi encore sur les règles d'interopérabilité. Finalement, nous on attend impatiemment des choses toutes bêtes, mais la carte vitale dématérialisée, on l'attend avec une impatience sans limite. Et puis on a joui là d'une période non pas bénie, mais un petit peu propice, pas forcément à une flambée de l'activité. Il y a eu un feu de paille au départ, un premier confinement, etc., avec des patients qui ne savaient plus où aller, avec des médecins généralistes notamment qui voyaient leur cabinet déserté ou qui ont choisi de le fermer, etc. Et donc un recours à la téléconsultation, on l'a vu, il y a plein de docteurs qui sont venus nous voir, il y a plein de patients qui sont venus nous voir, mais c'était un feu de paille. C'était un feu de paille qui nous a permis après de reprendre une croissance saine, tant sur l'acquisition de patients que sur l'acquisition de docteurs, et l'un va avec l'autre. Mais en tout cas, le bénéfice, et pardon de le dire comme ça, mais le bénéfice de la période qu'on a vécue avec le Covid, le ou là, je sais plus ce qu'on doit dire, mais en tout cas, le bénéfice sur lequel on peut tabler là, c'est celui d'une acculturation de la société. C'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. Et on le voit, on le vit, vous le vivez tout autant que moi, donc je ne vous l'apprends pas. Il faut qu'on table là-dessus. Il faut que les pouvoirs publics nous aident à tabler là-dessus, finalement, et qu'on renforce cette confiance qui s'est beaucoup plus inscrite là et où on a compris que c'était un recours qui était nécessaire et qui était sans doute pas bête. Donc, en synthèse, et je vais finir là-dessus, simplement redire que c'est un nouveau parcours et que c'est un nouveau maillon, dans le parcours de soins et qu'il nous faut d'emblée penser différemment en intégrant une approche digiphysique, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais qu'on puisse d'emblée finalement acculturer les docteurs, acculturer les patients et se mettre ensemble pour pouvoir proposer ce type d'approche-là. Je vous parlais du compagnonnage, je n'ai pas écrit, je le martèle à l'oral. C'est un mot qui me semble séminal, central dans l'appréhension finalement de notre métier, de comment on le transmet, de ce qu'on doit en faire. Et donc, il faut élaborer. C'est de la responsabilité de chacune des sociétés savantes. C'est la responsabilité des universités aussi de s'approprier finalement ce nouveau champ-là, de ne pas le repousser, de ne pas le fuir. On est là pour chasser personne, on le sait tous ensemble. Et puis finalement, quand on a pensé les choses comme ça, qu'on a essayé de les structurer, qu'on a appris, qu'on table sur de l'expérience, et bien en médecine, on essaye de faire un petit peu de science, et donc il va falloir monter un tout petit peu plus d'études, et puis prouver les choses, et prouver qu'on n'a pas forcément raison sur tout, mais qu'en tout cas, on n'a pas forcément tort, et que cette approche complémentaire, elle est importante pour bâtir et asseoir cette coordination avec l'ensemble des acteurs, puisqu'on s'inscrit donc dans un écosystème. Voilà, c'est les choses que je voulais partager avec vous. J'ai pas beaucoup plus que ça, et sans doute des choses que vous saviez déjà et que vous aviez déjà vous-même appréhendé, expérimenté. C'est le fruit de 4 ans, finalement, là, aujourd'hui, d'expériences, de rencontres avec nos presque 400 médecins, un petit peu plus avec les spécialistes.
c'est le fruit des rencontres avec les pouvoirs publics, c'est le fruit des rencontres avec les sociétés savantes, vous l'avez vu. Ce livre blanc que je vous ai synthétisé un petit peu là, il est évidemment accessible en ligne, hein, en tapant livre blanc télémédecine. Et voilà. Et je suis évidemment à votre écoute. Je vous remercie pour votre attention et je suis aussi avide, non seulement certes des questions si vous en avez, si tant est que je puisse y répondre, mais de vos expériences partagées aussi. Monsieur. Les micros sont là, mais je vous l'amène. Merci. C'est bon? Oui. Bonjour. Donc, je me présente, je suis usagée chez Livy, donc depuis quelques temps. En fait, on m'a demandé de participer pour gérer la communication pour les sourds. Et en fait, j'ai pu remarquer que il y avait le support mail en fait auprès de Livy, mais a priori c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de télétranscription écrite. Donc je me demandais comment les sourds pouvaient communiquer et profiter de ce système-là. Nous sommes sourds et comment en fait accéder à ce type de technologie, voilà, au même titre que n'importe quel malade. C'est une excellente question. Merci beaucoup. J'ai pas encore la réponse. J'ai pas encore la réponse parce que c'est un sujet qu'on a réfléchi là. On n'a pas eu encore les moyens, nous, on n'est pas une grosse équipe, on n'a pas eu encore les moyens de travailler à ce développement-là. On l'a identifié. On a besoin d'asseoir notre activité avant, mais c'est quelque chose qu'on a identifié et on voit bien finalement la pertinence de ces outils-là pour permettre l'accès aux soins. Je n'ai pas encore cette réponse-là, mais je vous garantis qu'on y travaillera. Il y a la société française de santé en langue des signes en fait, qui est à Grenoble et à qui vous pouvez vous adresser pour poser ce type de questions si vous le souhaitez. Ça marche. Je crois que monsieur avait une question. Bonjour Laurent. Bonjour. J'avais une question concernant le terme acquisition patient et du coup j'étais pas tout à fait sûr de bien saisir dans le cadre du parcours du patient comment s'intégrer Livy. Et finalement c'est quoi le coup d'après? Est-ce que c'est d'être en capacité à proposer de manière graduée pour le médecin traitant et éventuellement s'il est absent une solution avec l'un des 380 ou 90 médecins généralistes. Voilà, j'aimerais imaginer qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un centre de santé. Est-ce que vous êtes que dans votre zone d'achalandise ou est-ce que vous allez autre part? Enfin, c'est pas extrêmement clair pour moi. Donc je voulais avoir un peu... Alors, d'abord, Livy a fait les mêmes bêtises que les autres au départ, et sans doute contre l'avis de la direction médicale, mais c'est c'est le lot de beaucoup de startups qui débutent comme ça et de gens qui ne connaissent pas encore bien l'écosystème dans lequel ils sont, d'avoir pensé qu'on pouvait acquérir des patients comme on peut acquérir des clients. Et puis on fait une ou deux conneries, et puis on se rend vite compte d'abord qu'il y a des gens qui de temps en temps peuvent dire aussi des choses bien, Conseil de l'ordre, qui rappellent un tout petit peu quelques règles de déontologie. Et donc finalement, Livy a appris à être un offreur de santé, un offreur de soins. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir des patients en étant un offreur de soins? D'abord en offrant un service. Moi, je veux dire, on ne va pas se voiler la face. Si là, devant la porte, je mets une tente avec un bout de carton en mettant que le docteur est là, je pense qu'en une demi-heure, je vais vite acquérir, entre guillemets, des patients. Mais en offrant un service de qualité et par là, en recrutant d'abord les médecins, pour que derrière, les files actives de patients puissent se développer. Alors, aujourd'hui, notre enjeu,
il n'est pas de bouffer du patient, il est de fidéliser des gens. Non pas sur de la prise en charge qu'on ne saurait pas faire et qu'on ne veut pas faire, bien évidemment, en se substituant à des gens qui le font mieux que nous, qui sont donc les médecins traitants, qui sont les pivots du truc, mais finalement en ayant cette acquisition-là beaucoup plus naturelle et qui permettent de ne pas se perdre dans ce qu'ont fait toutes les boîtes de télémédecine au départ, c'est-à-dire du marketing, mais de tabler sur la réputation d'un acteur. Et puis, cette stratégie-là, elle se déploie aussi, et on n'était pas obligé de le faire, mais par l'ouverture de centres de santé et finalement un maillage un petit peu plus serré du territoire, par des partenariats locaux avec des centres de santé, demain on l'espère avec des établissements publics ou privés, et puis par l'ouverture de nos propres centres de santé, où finalement on devient à terme potentiellement médecin traitant nous-mêmes. Ça c'est sans doute le coup d'après, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité, et je fais barrière de mon corps pour ça, nous ne sommes pas en capacité d'être médecin traitant du patient. Demain, nous pourrions l'être. Et le coup d'après, il est évidemment là, pour tous les acteurs finalement qui se structurent un tout petit peu comme nous et qui ont vocation à nouer des partenariats, mais à s'établir véritablement eux-mêmes comme offreurs de santé. Et voilà. Donc le coup d'après, c'est devenir aussi médecin traitant, pas en prenant au médecin traitant, je veux dire, on sait bien ce qu'est la démographie médicale et la difficulté d'accès aux soins aujourd'hui, mais finalement en fédérant un tout petit peu différemment certains acteurs pour pouvoir devenir ça aussi. Est-ce que je réponds à votre question ? Oui, finalement, c'est devenir un producteur à part entière, éventuellement même une fédération. Puisque finalement, c'est développer avec vous une technologie, mais également une manière de concevoir la médecine de demain en soins primaires. Ouais. Oui, madame. Bonjour, Marie Dufort, je travaille à l'assurance maladie, donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez expliqué. Moi j'ai une première question, c'est qu'est-ce qui motive les médecins à vous rejoindre ? Et une autre question qui est plus par rapport à la dimension territoriale de la télémédecine, puisque c'est normalement le cadre conventionnel dans lequel s'inscrit la télémédecine, et c'est ainsi que l'on souhaitait les partenaires conventionnels ainsi que l'assurance maladie. Évidemment, je ne vous cache pas que votre activité est très, très regardée, très observée. Je me demandais comment vous vous inscriviez avec justement les partenaires de santé du territoire, comment vous pensiez créer un lien avec les médecins généralistes. Donc, j'ai vu qu'il y avait des comptes rendus qui étaient envoyés systématiquement, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous voulez aller plus loin ? Et donc j'imagine qu'à terme, donc si vous voulez vous implanter sur les territoires, oui, l'idée c'est de pouvoir quelque part vous inscrire dans le cadre territorial de la télémédecine. Ouais. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. D'abord, votre première question sur le recrutement des médecins. On ne va pas en faire des caisses sur la souffrance des professionnels de santé. On connaît le paysage, vous le connaissez bien aussi. Mais je pense qu'une des solutions, c'est aussi de diversifier un tout petit peu son activité. Et finalement, avoir un exercice qui reste un exercice complémentaire, hein, je l'ai bien dit et je le martèle, qui plus est maintenant, avec cette règle des 20%, de toute façon, il n'y a pas le choix, mais ça a toujours été notre position. Les médecins ont envie de faire un petit peu autre chose, de découvrir un autre mode d'exercice. Et puis trop souvent, l'exercice, en tout cas de premier recours, et de spécialité en ville, peut-être encore plus, c'est un exercice isolé. Retrouver le chaînage avec des confrères, des consoeurs, pouvoir discuter de situations, se sentir adossé, pas tout seul, et puis pouvoir se former et apprendre ensemble, parce que je ne vous l'ai pas raconté aussi, mais on organise des webinaires mensuels, on fait venir des experts, etc. C'est-à-dire que tout ce que moi je fais ce que j'ai la chance de pouvoir vivre dans mon service hospitalier, on le met en place là aussi. Donc les médecins, ils viennent nous voir aussi pour ça. Je veux avoir un exercice complémentaire, je veux découvrir aussi ce nouveau mode d'exercice et puis me faire ma propre idée et finalement est-ce que je vais continuer ou pas continuer, et puis je veux retrouver un fonctionnement d'équipe, me former avec des gens, pouvoir discuter de mes situations, etc. Bref, reformer communauté.
une communauté, qui n'est pas exclusive d'autres, bien évidemment. Et là encore, on est sur des cercles concentriques. Après, sur les enjeux de territorialité, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, si ce n'est que, au départ, vous allez me dire si je me trompe, mais on respectait à la lettre l'avenant 6, qui nous permettait d'être remboursés sur l'ensemble du territoire, et qu'il y a eu finalement des partenaires conventionnels, des syndicats libéraux, qui ont dit à l'ancien grand patron de la CNAM, si vous ne déremboursez pas ces gens-là, nous quittons la table des négociations. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Donc vous le savez, puisque vous êtes à l'assurance maladie, et comme on n'avait pas de réponse à ces questions, on est allé jusqu'au Conseil d'État pour poser la question, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a eu une réponse sensiblement en 2 temps. On nous a dit, effectivement, vous respectez le truc, sauf qu'il n'a pas été si bien écrit que ça, et qu'on va revenir sur les enjeux de territorialité et vous dire que vous devez avoir un lien avec une structure territoriale. C'est pour ça que, et on avait déjà commencé, des partenariats avec des centres de santé dans les territoires, etc. Comment on s'inscrit là? Alors, il y a 2 choses. D'abord, on apporte un lissage national qui est une façon aussi de combler de l'offre de soins. J'ai dit une façon, je n'ai pas dit la façon. Mais la téléconsultation, c'est une des solutions, en tout cas, voilà. Sauf que quand il n'y a pas d'acteur pour l'opérer, il n'y a pas d'acteur pour l'opérer, pas plus que sur le soin présentiel. Nous, on apporte un lissage. C'est-à-dire qu'il y a un pool national qui peut, justement par sa présence-là, combler un tout petit peu les trucs. On s'en sert un petit peu comme ça. On s'en sert comme ça avec, en opérant finalement et en mettant une couche de téléconsultation pour on arrête juste après, pour un acteur présentiel, pour un acteur territorial. Et puis la dernière chose, je vous l'ai dit, on ouvre aussi nos propres centres de santé. Et on a commencé, on en a déjà un, on en ouvre d'autres là, et avec des partenaires aussi. Et puis l'enjeu pour nous, il est de s'insérer dans CPTS, SAS. Jusqu'à présent, c'est difficile parce que on est un grand méchant et que sur les CPTS, tout le monde ne veut pas forcément nous ouvrir la porte pour qu'on puisse s'asseoir, mais on essaye de montrer qu'on fait des choses correctement et qu'on les fait bien. Et puis voilà. Et puis quand on va qu'on ouvre un centre de santé sur un territoire, légitimement, on peut prétendre à être autour de la table de la CPTS et travailler tout ça. Donc c'est des choses qu'on essaye d'avancer. On a été auditionné dans le cadre du SAS. Et le message, je le répète ici aussi, c'est ne nous donnez pas un blanc-seing, mais évaluez-nous. Et je vous remercie.